Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être si nombreux ce matin pour venir découvrir cette étude dont on parle depuis pas mal de temps maintenant et que vous attendez, j'imagine, avec impatience, cette étude des éclaireurs qui a mesuré le poids économique des métiers d'art et des savoir-faire français. Avant de vous en dire plus, je vais laisser la parole à Luc Le Sénécal, président de l'Institut pour les savoir-faire français. Luc ? Merci Karine. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de voir autant de monde. Merci d'être là et pour votre soutien à nos beaux métiers d'art. Mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs les professionnels, chers amis des métiers d'art et des savoir-faire d'exception. C'est vraiment avec une immense fierté que je prends la parole aujourd'hui pour introduire la restitution de l'étude Les éclaireurs. Dans ce lieu, empreint d'histoire qui accueille désormais notre Institut pour les savoir-faire français depuis maintenant le début octobre. Cette étude marque un tournant pour les entreprises des métiers d'art et des savoir-faire d'exception que nous défendons et promouvons avec conviction depuis 135 ans. Depuis sa création, l'Institut s'est imposé comme un observateur privilégié de l'empreinte économique de cet écosystème essentiel à notre pays. Ces entreprises, de toute taille et présentes sur l'ensemble de notre territoire, incarnent non seulement notre patrimoine immatériel, mais aussi un présent porteur de sens et un avenir tourné vers une production durable et respectueuse de notre environnement. Pourtant, malgré leur contribution économique incontestable, nous faisions face à un enjeu de taille. Nous faisions face à un enjeu de taille, l'absence de données chiffrées, fiables, pour mesurer leur impact réel. Ce manque de données a trop longtemps freiné leur reconnaissance et leur développement. Sans indicateurs économiques clairs, il est difficile d'identifier leurs besoins, de répondre à leurs enjeux, de mener des actions efficaces, mais aussi de convaincre les partenaires publics et privés du poids qu'ils représentent réellement. En d'autres termes, nous avions besoin d'un éclairage sur ces métiers. C'est ainsi qu'a émergé en 2023 l'ambition de donner vie au projet Les éclaireurs, impulsé par notre Institut et par la Fondation Bettencourt-Schuller, partenaire fidèle et engagé de longue date. La Fondation joue depuis 25 ans un rôle déterminant dans le rayonnement des métiers d'art. Elle a notamment apporté un soutien social entre 2016 et 2022 aux Journées européennes des métiers d'art, ainsi qu'au dispositif Maître d'art élève. Je tiens à vous adresser, chère Edwige, oui Edwige, voilà, mes plus sincères remerciements pour votre engagement à nos côtés. Dès le départ, nous avons souhaité faire de ce projet une initiative collaborative, collective. Nous étions animés par la volonté de travailler en intelligence collective, en fédérant des acteurs engagés autour d'une même ambition, devenir les éclaireurs. Ce projet a rapidement fédéré 3 autres partenaires de premier plan. Le ministère de la Culture, via sa direction générale à la création artistique et sa direction générale des patrimoines et de l'architecture, le comité Colbert, ainsi que le fonds de dotation Terre et Fils. Leur engagement nous permettant de nous associer à l'expertise précieuse de Xerfi spécifiques avec qui nous avons pu relever les défis méthodologiques. À vous tous, je tiens à exprimer ma profonde gratitude. Cette synergie entre acteurs publics et privés illustre un modèle collaboratif exemplaire. Ensemble, nous avons travaillé à révéler toute l'ampleur et le potentiel des filières des métiers d'art et des savoir-faire d'exception. Ce travail collectif est inédit, tant dans son ambition méthodologique que dans sa dimension fédératrice. Une 60aine d'acteurs ont été sollicités.
Et c'est plus de 30 consultations qui ont mené avec des fédérations, des collectivités et des chercheurs pour assurer une vision exhaustive et partagée du secteur. Toujours animés par cette volonté collective, nous avons constitué un comité scientifique qui a joué un rôle déterminant pour garantir la rigueur et la fiabilité de l'étude. Je me permets de les citer, tant leur collaboration était précieuse. Donc, Jacques Aubert, directeur général adjoint de l'AFDAS. Lauriane Duriez, directrice des ateliers de Paris et chef du bureau de design de la mode et des métiers d'art. Aurélien Fouillet, enseignant-chercheur au centre de recherche en design à l'ENS, Paris-Saclay, et à l'ENSCI, les ateliers. Alexandre Mass, chef de projet à la délégation au territoire d'industrie. Laure Turner, adjointe à la chef du département des études, de la prospective, des statistiques et de la documentation du ministère de la Culture. Nathalie Vegsala, professeure des universités à l'université Paris-Nanterre. Votre travail, aux côtés de nos équipes, a permis de poser les bases solides de cette étude. Un grand merci pour vos engagements, le partage de votre expertise et bien sûr le temps consacré. Bien sûr, je ne vais pas vous dévoiler les résultats. Ce sera la mission de Jérémy Robiol de Xerfi et de notre directeur général adjoint de l'Institut, Xavier Long. Mais je peux d'ores et déjà vous assurer que ces chiffres changent profondément notre regard sur les métiers d'art et les savoir-faire d'exception. Ils confirment qu'ils sont bien plus que des héritages du passé. Ils irriguent nos territoires, créent des emplois qualifiés, transmettent des savoir-faire uniques, participent de manière significative à notre économie et font rayonner notre pays dans le monde entier. Je vous le confirme. En un mot, il incarne pleinement le présent et l'avenir. Les métiers d'art sont actifs partout autour de nous, dans les bâtiments emblématiques comme celui qui nous accueille aujourd'hui, dans les objets du quotidien et dans des créations contemporaines. Ils racontent notre histoire, mais aussi notre capacité à innover et à imaginer le monde de demain. Cependant, cette étude ne se limite pas à des constats. Elle met aussi en lumière les défis importants auxquels le secteur est confronté. Enjeux de transmission, enjeux d'export, enjeux de recrutement, enjeux d'adaptation aux évolutions du marché et l'intégration indispensable des nouvelles technologies. En identifiant ces défis, elle a pour vocation de devenir un outil pour anticiper et accompagner les stratégies publiques et privées nécessaires à la pérennité du secteur. Et ce n'est que le début. Nous avons posé les fondations, mais nous devons continuer ce travail dans le temps. Les données seront mises à jour régulièrement afin de suivre l'évolution des entreprises et de leur impact. Cela permettra non seulement de continuer à valoriser ces métiers, mais aussi de les accompagner dans leur développement. Je souhaite également remercier chaleureusement mes équipes au sein de l'Institut pour les savoir-faire français qui ont joué un rôle central dans la réalisation de cette étude. Une mention spéciale à Fanny Dantez. Où est Fanny? Pas de moment? Fanny. Voilà. Responsable des ressources et intelligence économique à l'Institut. Lucie Naturel. Lucie. Voilà. Chargée d'études économiques et stratégiques. Et bien sûr, Xavier Long, qui est devant moi. Ça c'est son étude. Hein. Il dit, tiens, votre travail a été déterminant pour mener à bien cette étude dans une période particulièrement éprouvante pour l'Institut, marquée par des réductions d'effectifs, des coupes budgétaires, une procédure de sauvegarde et donc une incertitude sur notre avenir à court et long terme. Mais votre motivation et votre implication a été sans faille. Merci à vous tous et merci également à notre directrice générale Anne-Sophie Duraillon-Chavannes. J'invite chacune et chacun d'entre vous à vous approprier ces résultats. Il faut la partager, la faire savoir partout, que nos métiers d'art
montrer que nos métiers d'art et savoir-faire d'exception sont bien des moteurs de notre économie. Je compte sur vous. Ce sont des métiers en mouvement, porteurs d'innovation et d'avenir, loin des clichés folkloriques qui leur sont parfois malheureusement attachés. Je vous remercie pour votre attention et pour votre engagement à nos côtés, comme le prouve votre nombreuse présence. Continuons ensemble à éclairer l'avenir des métiers d'art et des savoir-faire d'exception. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Luc. Merci pour cette introduction. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet avec ces chiffres que vous attendez. Et donc, j'appelle à me rejoindre Xavier Long et Jérémy Rebiol, s'il vous plaît. Prenez un micro au passage. Alors voilà, on va s'installer doucement. Donc, si on entre dans le vif du sujet, on va mettre fin au suspense sur les premiers chiffres dans un instant. Auparavant, quand même, une chose à préciser avant de donner le détail sur la méthodologie. Luc Le Sénécal le disait tout à l'heure, peu de chiffres disponibles jusqu'ici, des données qui datent. Comment vous l'expliquez ? Alors, on l'explique de façon assez simple. En fait, les métiers d'art et savoir-faire d'exception, c'est un objet économique qui est très mal identifié. Je le rappelle, les métiers d'art font l'objet d'une définition encadrée par la loi, mais ça ne veut pas dire que ça a une répercussion dans les outils statistiques. Ça ne veut pas dire qu'il y a un code NAF propre. C'est des métiers qui sont dans beaucoup de filières, qui sont de toute taille, qui sont dans divers marchés. On est parfois dans le luxe, parfois dans l'artisanat de proximité, d'autres fois dans le patrimoine. Donc on est sur quelque chose qui est à la fois vaste et du coup complexe à mesurer. Donc ça, c'est une première difficulté. Ça nécessite un travail de fond, un travail qui est long et un travail scientifique et statistique propre. Cette diversité, elle a une réalité économique qui est celle de la réalité commune de ces entreprises, qui est que ce sont toutes des entreprises dans leur diversité de taille de marché, qui sont toutes des entreprises centrées sur le savoir-faire, sur la production de biens durables, qui sont faits avec des matériaux de qualité, qui sont faits avec du juste temps, qui sont faits en mobilisant des savoir-faire qui s'apprennent sur du temps long. Et donc, cette diversité, cette réalité commune, elle a des implications en termes d'enjeux. Donc l'intérêt d'avoir une vision globale sur ces entreprises qui paraissent si diverses au premier abord, c'est en fait de pouvoir travailler sur ces enjeux communs. Ces enjeux communs, ils sont de 3 ordres. Le premier ordre, c'est celui qu'elles ont toutes besoin de faire comprendre ce que sont ces métiers. Qu'on puisse avoir une image différente de la façon dont les choses sont produites et des métiers qu'il y a derrière. Elles ont aussi besoin de pouvoir être accompagnées et anticiper la formation de leurs salariés, la formation des personnes et la transmission des savoir-faire qui sont des savoir-faire de haute technicité, qui demandent du temps pour être acquis. Et puis, dernier enjeu, celui du besoin de pouvoir aussi valoriser l'immatériel. On est sur des entreprises qui ont évidemment une portée économique forte, mais qui ont aussi toute une dimension culturelle, une dimension immatérielle, patrimoniale, historique, qui aussi a besoin d'être valorisée. Donc c'est tous ces enjeux-là qui sont intellectuellement faciles à comprendre, mais statistiquement très difficiles à aborder, et c'est pour ça qu'on a fait appel à exercices spécifiques. C'était il y a 2 ans déjà, effectivement, que vous avez fait appel. Alors, on va essayer dans l'autre sens. Parfait. On va passer peut-être à celle d'après sur... voilà. Merci. Alors, cette mission, justement, de Xerfi, Jérémy, que vous avez prise à bras-le-corps il y a 2 ans, pour votre connaissance du sujet, c'est un beau bébé qu'on vous donnait là.
Alors oui, c'est un beau bébé et c'est un peu le bébé de Xavier, comme le disait Luc à l'instant. Ça remonte à peu près à 2 ans, hein, le premier coup de fil de Xavier pour travailler justement sur la faisabilité de cette étude. Et on a relevé le challenge. Chez Xerfi, hein, on réalise à peu près une 40aine d'études de ce type chaque année, que ce soit des cartographies de filières, que ce soit des études structurelles, que ce soit des études chiffres clés, peu importe comment on les appelle, à peu près une 40aine d'études, et toujours à peu près avec la même méthode, une méthode qui permet à la fois d'aller chercher l'information auprès des entreprises, donc de collecter l'information, mail, téléphone, mais aussi derrière de pouvoir la traduire, la quantifier, et on parlera ensuite de redressement statistique, de redresser ces statistiques là. On a cité quelques études qu'on a fait en partenariat aussi avec certaines personnes aussi dans la salle. Je vois Coraline de la chambre syndicale de la facture instrumentale dans la salle. Ça fait partie effectivement des acteurs qu'on accompagne. Donc on connaît bien ces sujets, et on a aussi réalisé par le passé des enquêtes pour Atelier d'Art de France. Donc c'est pas un premier coup, j'allais dire. Voilà. Ceci dit, vous nous l'avez un peu déjà dit, messieurs, mais pour parvenir aux chiffres que vous allez nous présenter, vous avez suivi une méthodologie bien particulière avec un certain parti pris d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous la détailler? Ce sera plus clair ensuite pour comprendre tous les chiffres que vous allez nous partager. La télécommande est capricieuse ce matin. Alors oui, effectivement, compte tenu du challenge, j'allais dire, de cette étude, et compte tenu du fait que finalement la statistique manque un peu sur cet ovni dont parlait Xavier à l'instant, on a mis en place une méthodologie adaptée, donc avec d'une part un périmètre à construire, donc une définition à construire. Hein. On s'est appuyé pour cela d'une part sur la définition officielle des métiers d'art, hein, la liste des 198 métiers d'art. On est allé au-delà, on a eu une acception assez large finalement de ce terme, puisque on a décidé vraiment d'élargir et d'intégrer des métiers qui sont connexes, qui ne figurent pas forcément dans la liste, mais qui, au titre justement du savoir-faire, au titre du caractère patrimonial de ce savoir-faire, on a décidé justement de les intégrer et d'avoir une définition finalement assez inclusive de ce sujet-là. Donc finalement, si on devait schématiser, un périmètre qui se divise en 2 blocs. Un bloc purement métier d'art, 100% ou presque de l'activité de l'entreprise relève justement de ces savoir-faire. Et ensuite, une définition un peu plus large, c'est-à-dire des entreprises, comme les entreprises du patrimoine vivant, Xavier pourra en reparler ensuite, qui figurent pas forcément dans la liste, mais au titre justement de leur savoir-faire, doivent justement être protégées, valorisées, etc. et sont incluses dans le périmètre. Voilà. Alors si on poursuit sur cette méthodologie, sur ces statistiques, ça c'était l'idée de départ. Donc ça c'était l'idée de départ, et ensuite, comme je le disais, on a mis en place une méthodologie vraiment exclusive pour cette étude, qui couple 2 enquêtes. Une enquête qu'on a appelée numéro 1 pour justement dénombrer les entreprises, les catégoriser. Donc une enquête auprès de 8600 entreprises. Alors ça c'est uniquement les entreprises qui ont répondu, mais au global on a interrogé beaucoup plus d'acteurs. Donc ces entreprises-là ont été interrogées au sein des 165 codes NAF qu'on a identifiés au préalable et dans lesquels on identifie des métiers d'art. Donc là, l'idée, c'était vraiment de les dénombrer, de les catégoriser et avoir des clés de redressement et des ratios justement par secteur. Et une enquête 2, cette fois vraiment pour recueillir des informations beaucoup plus qualitatives. Alors certes, il y a du quanti dedans parce que dans cette enquête, l'idée c'était de connaître la part de l'export au sein des entreprises, la part de l'activité métier d'art au sein de ces entreprises, et derrière pour avoir ces fameuses clés de redressement et pouvoir, in fine, redresser les statistiques. Donc 8600 répondants pour la première enquête et 3700 répondants pour la seconde. À ma connaissance, alors déjà par expérience chez Xerfi, on n'a jamais atteint ce nombre-là pour des répondants. Donc vraiment
vraiment une participation exceptionnelle. Et là, j'en profite pour remercier vraiment tous les participants. Et au-delà de cela, à ma connaissance, en tout cas, dans les métiers d'art, on n'a jamais eu autant de répondants non plus. Donc voilà, l'idée c'était vraiment d'avoir une étude qui, d'un point de vue quanti, en tout cas, tienne vraiment la route. Et puis vous en parliez tout à l'heure, une petite rectification, je ne sais pas si c'est le terme, mais statistique pour obtenir vos chiffres. Oui, tout à fait. Donc ça correspond à ce qu'on a appelé le double système de pondération. C'est un terme un peu pompeux pour dire qu'en réalité, on a redressé les résultats. On a redressé les résultats de deux façons. La première, c'est que on a redressé ces résultats par taille d'entreprise. Donc l'idée, c'était vraiment de coller au mieux à la réalité structurelle de chaque secteur. Donc on a eu un nombre de répondants par secteur et ces répondants-là, ne correspondaient pas nécessairement à la structure économique du secteur, et donc on a appliqué cette première pondération, et une deuxième pondération cette fois pour tenir compte de la réalité même des métiers d'art au sein de ces secteurs. On a utilisé les clés de redressement dont je vous parlais à l'instant pour appliquer au chiffre d'affaires, aux effectifs et aux ratios qu'on va vous présenter dans un instant, soyez un peu plus patients. On a appliqué justement ces clés de redressement à ces ratios-là pour aboutir in fine aux chiffres qu'on va vous présenter dans quelques instants. Allez, on y vient à ces chiffres. Alors, premier enseignement, vous en avez tiré 9 enseignements. Vous m'avez dit, j'ai pas réussi à trouver 10, on va pas inventer ce qui n'existe pas. Donc, 9 enseignements, et effectivement, le premier, un poids considérable en France. Oui, tout à fait, un poids considérable en France. Là, on vous a présenté 4 chiffres. Je vais en réalité n'en tirer que 2 de cette slide. Le premier chiffre, qui est un chiffre hyper important, c'est le chiffre d'affaires, 68 milliards d'euros. Alors, ça va peut-être surprendre certains, puisque ce chiffre-là est bien supérieur à l'étude qui avait été menée à l'époque par la DGE, mais qui tient compte justement à la fois de la réalité de notre étude, mais aussi de la définition qu'on en tire. Donc 68 milliards d'euros. À titre de comparaison, j'aime bien faire des comparaisons, chez Xerfi en tout cas, on travaille sur tous les secteurs d'activité. L'industrie du médicament, l'industrie pharmaceutique en France, c'est 62 milliards. Voilà, ça vous donne un peu une idée de ce que représentent ces métiers. Un autre secteur pour le coup que j'aime bien et que j'accompagne souvent, c'est le secteur de l'audit et de l'expertise comptable, c'est 30 milliards. Donc plus de 2 fois plus que ce secteur-là. Et l'autre chiffre important, ce sont les 234 000 entreprises. Alors dans ces entreprises-là, on a évidemment des entreprises unipersonnelles, mais voilà, ça prouve encore une fois la richesse créée justement par cette communauté, cette filière, peu importe comment on l'appelle. Xavier, je me permets de rebondir quand même sur ces 68 milliards. J'ai retrouvé un chiffre en 2022 selon Bain & Co. Le marché des biens personnels de luxe vendus sur le territoire français était de 20 milliards d'euros. Si on regarde, évidemment, c'est pas comparable, mais toute proportion gardée, on peut quand même être étonné de ce chiffre de 68 milliards. Je comprends l'étonnement parce que effectivement ça dépend de l'angle qui est pris, mais ça reflète justement la diversité des métiers et des entreprises dont on parle. Il y a évidemment des entreprises du luxe dans ce périmètre, mais il y a aussi, on va en reparler aussi. Il y a une grande partie du scope qui n'était pas très peu étudié, je parle sous le contrôle de Jérémy. Auparavant, c'était dans ces entreprises du patrimoine qui, on va voir, ont un poids extrêmement important dans le processus. Et puis, il y a aussi de l'artisanat de proximité. Il y a aussi des entreprises du haut de gamme qui sont pas dans le luxe, mais qui sont aussi dans le haut de gamme. Et tout ça mis bout à bout, ça vous fait quasiment 1 demi-million d'actifs. Ça fait 68 milliards d'euros. Et donc, c'est encore une fois cette réalité économique commune qui est partagée par toutes ces entreprises. Deuxième enseignement. Le deuxième enseignement, c'est la contribution à la richesse nationale. Là, on vous a parlé de chiffre d'affaires et de nombre d'entreprises, mais ça ne dit pas réellement ce qu'on produit réellement sur le territoire grâce à ces entreprises. 2 chiffres importants. Le premier, alors c'est ce qu'on va appeler le taux de valeur ajoutée. En réalité, c'est ce qu'on arrive à créer à partir de la matière première. C'est ce qu'on génère comme marge finalement et comme surplus de richesse à partir des matières premières qui sont utilisées. Donc là, c'est un chiffre
chiffre rapporté au chiffre d'affaires, donc 34% de taux de valeur ajoutée. On a souhaité comparer cela à la moyenne nationale. La moyenne nationale, c'est un peu plus de 28%. Donc ça veut dire qu'à partir de la matière utilisée, on crée un peu plus de richesse dans ces secteurs-là, notamment par les processus de transformation, par le rapport au geste, et évidemment la formation aussi qu'il y a derrière. Donc tout cela est extrêmement valorisé. Et le deuxième chiffre qu'on souhaitait mettre en évidence, c'est 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires réalisés à l'export. Donc ça correspond à 13-14% du chiffre d'affaires effectivement réalisé à l'international. Ce chiffre, certes, est surtout porté par les ETI et par les grands groupes. J'insiste bien là-dessus. Et d'ailleurs, 1 euro sur 2 environ à l'export est réalisé par ces entreprises-là. On constate une petite contre-performance des PME, je nuancerai ensuite sur les PME, puisque on le constate, notamment les PME du patrimoine vivant et les sous-traitants sont principalement actifs auprès des donneurs d'ordre en France, et donc a fortiori d'un point de vue statistique, le chiffre d'affaires effectivement réalisé par leurs donneurs d'ordre n'est pas un chiffre d'affaires export. Ça montre bien aussi la nécessité finalement d'accompagner ces entreprises, parce que dans un contexte où on a un déficit très important de la balance commerciale, on constate ces entreprises créent de la richesse à l'export et parviennent un peu à rééquilibrer la balance, et donc évidemment c'est très important. Alors quand même ce chiffre à l'export 9%, vous avez donné un début d'explication, Jérémy Robiol, mais Xavier, quand on voit l'engouement pour le luxe, et voir le Made in France à l'international, on peut effectivement s'étonner ou se dire qu'il faut peut-être le regarder de près, ce chiffre, et l'utiliser. Tout à fait. Je voudrais juste quand même revenir avant sur le taux de valeur ajoutée qui, pour moi, est l'indicateur vraiment clé de ce que c'est que les savoir-faire d'excellence et du génie et de l'investissement dans le geste. C'est ce qui, là, permet d'ajouter de la valeur à la transformation de la matière, et c'est ce qui fait le sens de toutes ces entreprises. Sur l'export, Jérémy l'a effectivement dit, il faut bien voir la différence de performance selon la taille. Sur les micro-entreprises qui sont assez nombreuses dans notre scope, c'est des performances qui sont assez faibles, mais ça se retrouve dans à peu près tous les secteurs. Ça, c'est pas une particularité. Les ETI grands groupes très performants. Et puis effectivement, sur les PME, on pourrait espérer un peu plus de performance à l'export, mais encore une fois, comme l'a dit Jérémy, je pense qu'il faut bien prendre en compte le fait que dans ces PME, on a un certain nombre de sous-traitants de grandes maisons notamment, ou d'industriels, qui ont du coup un marché qui est essentiellement français, et puis on a aussi beaucoup d'entreprises du patrimoine qui sont sur des marchés français. Donc ça explique aussi cette relative sous-performance. Merci. Troisième enseignement. Le troisième enseignement, et ça vient nuancer un peu la contre-performance des PME à l'export, c'est le poids justement que représentent ces PME dans l'ensemble des indicateurs qu'on a identifiés dans l'étude, et notamment le poids de ces entreprises dans le chiffre d'affaires total. Vous le voyez, on vous a présenté la répartition par taille d'entreprise. D'une part, du chiffre d'affaires, métier d'art et savoir-faire d'exception, et d'autre part, Total France. Ce qu'on constate, c'est que les PME ont un vrai effet d'entraînement justement sur l'ensemble de ces métiers. 56% du chiffre d'affaires qu'on a, donc les 68 milliards que j'ai évoqués à l'instant, 56% sont générés justement par ces entreprises. Si on le compare à la moyenne nationale, c'est 21%. Donc ça montre bien l'impact, et de la même façon Luc parlait tout à l'heure de clichés de mémoire sur les entreprises du patrimoine vivant et des métiers d'art, avec effectivement des micro-entreprises, des petits ateliers, etc. Pour autant, c'est 34% également du chiffre d'affaires. Il faut bien tenir compte du fait que les grandes entreprises ont été analysés à l'aune de leur vrai impact, c'est-à-dire la part justement des métiers d'art en leur sein, parce que j'en parlais tout à l'heure quand je parlais notamment de redressement statistique. Donc ces 9%, c'est des 9% en réel, vraiment réel métier d'art. Voilà. Juste pour compléter, effectivement,
Quand même cette information sur les micro-entreprises, c'est-à-dire qu'on a des tout petits ateliers mais qui créent, qui vendent, qui créent de la richesse, ça c'est important à dire. Le rôle des ETI, des grandes entreprises, qui effectivement là, du coup a été pondéré sur le chiffre d'affaires en fonction des métiers d'art, mais il faut aussi bien souligner le rôle d'entraînement qu'ils ont pour toutes les filières, notamment parce qu'ils font travailler beaucoup de sous-traitants, beaucoup d'ateliers dans de nombreux domaines. Et puis effectivement sur les PME, il faut aussi regarder un peu plus en détail avec en fonction des filières un rôle des PME qui est parfois vraiment un rôle de chef de file. Je pense notamment à l'ameublement et la décoration. Ou dans le patrimoine où on est sur des métiers, sur des univers, sur des filières qui sont moins concentrées et où du coup les PME ont un rôle très très fort d'entraînement pour toute la filière. Enseignement numéro 4. L'enseignement numéro 4, c'est l'ancrage très important dans les territoires. On a eu une approche régionalisée aussi de cette étude, avec l'objectif justement de valoriser l'impact réel dans les territoires. Alors je suis désolé, c'est peut-être écrit un peu petit, mais je vais essayer de traduire. Quelques chiffres importants. Premier chiffre, 8 entreprises sur 10 ont leur siège social dans les territoires, c'est-à-dire en dehors de la région parisienne. Ça correspond à peu près à 200 000 salariés sur les quelques 250 000 qu'on vous a présentés lors des premiers éléments, et c'est 50 milliards d'euros sur les 68 de ce secteur, de cette filière, de cette communauté, peu importe. On vous a présenté d'une part le nombre d'entreprises en fonction de leur siège social dans les territoires et la part qu'elles représentent. Donc typiquement à la lecture, je donne l'exemple de PACA, 19 900 entreprises dans le scope et 8,5% de ces entreprises-là dans la région. Est-ce que vous avez idée des métiers par région, parce que traditionnellement on a des régions qui sont plus, on a des bassins de savoir-faire. Est-ce qu'on les retrouve encore aujourd'hui en 2024 sur les différents secteurs? Alors, l'idée justement de cette étude, c'était d'objectiver cela, c'est-à-dire être capable à un moment donné de pouvoir reconstruire ces bassins industriels notamment, et effectivement oui, il y a quelques bassins notamment par secteur qui sont beaucoup plus, enfin, ont l'effet d'entraînement qu'évoquait Xavier à l'instant, et c'est assez d'ailleurs amusant à constater enfin, en tout cas quand on a retraduit et redressé les résultats, et ça nous a rassuré d'ailleurs, ça nous a rassuré d'une certaine manière. On arrivait à voir poindre dans certains secteurs la part justement de ces territoires dans notre étude. Oui, tout à fait. Voilà. Si on voulait brosser à grands traits la cartographie, la géographie des métiers d'art et savoir-faire exception en France, vous avez un tissu d'ateliers qui sont avec des métiers les plus courants, on va dire l'ébénisterie, la céramique, et puis ensuite vous avez effectivement ces bassins historiques de savoir-faire qu'on connaît tous, hein, la porcelaine de Limoges, la cristallerie en Lorraine, la vallée de la Brelle avec le flaconnage, les gants à Millau, etc. Et du coup, c'est effectivement quelque chose qu'on retrouve dans les données avec ces données régionales, et c'est effectivement important pour la suite, parce que cette dimension territoriale est extrêmement importante à prendre en compte pour ce sujet-là. Cinquième enseignement, c'est oui, bien ça. C'est bien celui-ci. On parlait de secteurs, donc c'est plus de 160 secteurs, 165 exactement, qui ont été identifiés et analysés dans l'étude, et qui ont justement fait l'objet de ces redressements statistiques. On vous a mis la part que représentent, alors cette fois les macro-secteurs. Dans l'étude plus complète, vous aurez évidemment accès à la part par secteur, mais ici on a les macro-secteurs, donc le bâtiment, l'industrie, le commerce et j'en passe. Alors
surprenamment par rapport à ce qu'on avait pu constater dans l'étude DGE, la part du bâtiment, c'est ça, comment vous l'expliquez? Oui, la part du bâtiment est hyper importante. La part du bâtiment est hyper importante parce que beaucoup d'entreprises qui interviennent justement dans les travaux liés au patrimoine bâti et non bâti et à la restauration évidemment de ces bâtiments. Et donc quand vous regardez par exemple la part du chiffre d'affaires, 30% aujourd'hui c'est le secteur du bâtiment. Et ça correspond à peu près, puisqu'on fait des enquêtes notamment pour le compte de la CAPEB, qui est l'organisation professionnelle qui réunit les artisans du bâtiment, un artisan sur 2 du bâtiment, donc moins de 20 salariés, un artisan sur 2 intervient sur ce type de chantier aujourd'hui. Donc, et ça, c'est l'un des angles morts, j'allais dire, habituels des études qui sortent sur ces métiers d'art. Xavier ? C'est vrai que c'était en fait un secteur qui n'était pas forcément pris en compte au départ et que là apparaît d'où cette surreprésentation. Alors, enseignement numéro 6, sur la reconversion. Enseignement numéro 6, c'est sur l'attractivité justement de ces métiers. Quelques chiffres là encore pour illustrer le propos. 4 dirigeants sur 10 ont démarré dans un autre secteur d'activité. Donc ça veut dire qu'on ne naît pas métier d'art. on le devient d'une certaine façon. En tout cas, quand on est dirigeant d'entreprise. Autre élément d'attractivité, c'est le degré justement de féminisation de ces postes-là. 55% des dirigeants d'entreprise sont des femmes. Donc là, c'est l'enquête 2 qui nous a permis d'avoir ce chiffre-là, où on a posé justement à la fois la question de l'âge, du profil des dirigeants et des grands enjeux pour ces dirigeants-là. On y reviendra ensuite. Autre point important. Près de 40% des salariés de moins de 35 ans. Donc ça veut dire aussi, là encore, que contrairement en tout cas aux idées reçues, c'est les métiers d'art attirent aussi les plus jeunes et le travail n'est pas fini. Il faut encore gagner cette bataille-là. Mais en tout cas, des métiers qui sont attractifs d'après notre étude. Un mot sur la place des femmes, peut-être, Xavier ? Non, c'est conforme à ce qu'on voit. Je pense que ce qui est intéressant de regarder, c'est que je pense qu'on le constate tous. Il y a quand même une évolution de la perception de ces métiers, et tant mieux, ça se voit dans ces chiffres. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. Après, on va le voir plus tard. Il y a ce travail doit continuer. Il y a encore des combats à mener, mais en tous les cas, on voit que déjà ce travail de valorisation des métiers, le travail culturel qui est réacculturer les gens à la façon dont les choses sont faites, où elles sont faites et comment elles sont faites, commence à porter ses fruits. Donc c'est une bonne nouvelle. Alors, on disait 4 dirigeants sur 10 sont démarrés dans un autre secteur d'activité, ce qui nous amène à l'enseignement suivant, c'est la question justement de la reconversion. Oui, tout à fait. La question de la reconversion, alors on l'a évoqué, 4 dirigeants sur 10 n'ont pas commencé dans le secteur des métiers d'art. 9% des salariés qui sont issus d'une reconversion professionnelle. Donc là encore, ça montre néanmoins qu'il y a un attrait, mais que cet attrait, il mérite d'être renforcé. Plusieurs raisons justement peut-être au manque de reconversion dans ces métiers. Une offre de formation qui est encore aujourd'hui finalement assez restreinte. Et deuxième élément, c'est ce travail de valorisation et de notoriété qui est encore à faire parmi les enjeux prioritaires. Donc ça, c'est issu de l'enquête numéro 2. Parmi les enjeux prioritaires constatés par les dirigeants d'entreprise, la valorisation des métiers et des savoir-faire a été citée 20% en premier choix, 17% en deuxième choix et 14% en troisième choix, et donc au total a été cité par 51% des personnes interrogées. Donc c'est. Je me permets de rebondir sur le seulement 9% des salariés issus d'une reconversion professionnelle. Effectivement, c'est un chiffre qui m'étonne aussi. La semaine dernière, on était à Cholet avec le comité Colbert et les Demain du Luxe sur une table ronde sur la reconversion. Une personne de chez Longchamp nous expliquait tout de même que dans les ateliers, c'est 95% des recrutements qui sont issus de reconversion
rémunération du côté des salariés. Donc j'imagine que évidemment ça dépend des secteurs et que les choses sont en train de bouger. Il y a une très forte hétérogénéité selon les entreprises, d'une part, et effectivement, hein, d'où l'intérêt, comme le disait Luc tout à l'heure, de parvenir à un moment donné à monitorer ces chiffres-là dans le temps aussi. Peut-être qu'on se rendra compte que justement, en dynamique, en tout cas, ce chiffre évolue progressivement et dans le bon sens. Oui, pour compléter, je pense qu'il y a quand même effectivement un prisme à avoir, une finesse à avoir. Dans le cas de Longchamp, comme dans le cas d'autres entreprises, la difficulté, c'est la question des flux, la taille des flux de formation. On sait que dans la maroquinerie, la bijouterie, une partie du textile, il y a des flux de formation qui sont assez importants et qui permettent de mettre en place des solutions, notamment avec France Travail ou d'autres choses, des solutions collectives qui permettent justement d'attirer des gens en reconversion. Il y a aussi beaucoup, on va le voir plus tard, beaucoup de savoir-faire qui n'ont pas du tout ce même flux, ni les mêmes besoins en termes de quantité de formation, et c'est là où l'enjeu est fort. Juste pour compléter sur cette question d'image et de notoriété, on voit quand même que ça reste, pour les chefs d'entreprise, c'est une question qui a été posée aux chefs d'entreprise, que cette question de la valorisation reste centrale. Donc ils sont bien les premiers quand même à nous dire que le combat continue, que même si il y a des choses qui évoluent, il y a encore beaucoup de travail à faire, et ça pour deux raisons. Déjà pour que les gens changent de perception et voient bien ça comme des opportunités de métier, et puis aussi dans leur consommation de tous les jours, qu'ils soient plus conscients de la façon dont les choses sont produites et aussi évoluent dans leur façon de consommer. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important à prendre en compte. 8e enseignement. 8e enseignement, c'est la transmission d'entreprise. Alors pour information, on avait mené une étude comparable, comme je le disais tout à l'heure, pour Atelier d'Art de France, où on avait posé la question des enjeux prioritaires pour les entreprises à moyen long terme. Et déjà à l'époque, la question de la transmission de l'entreprise, la transmission des savoir-faire, arrivait vraiment dans les premiers items en matière de préoccupation pour les dirigeants. Ce qu'on constate, c'est que 37% des dirigeants d'entreprise ont plus de 55 ans. Pour vous donner une moyenne au niveau national, on est plutôt autour de 40-42%. Aujourd'hui, et d'ailleurs cette question de la reprise d'entreprise est un sujet plus global au niveau français, hein. Je participais à une table ronde il y a 2 semaines justement sur l'accompagnement et le financement d'entreprise. Il y a beaucoup de dirigeants aujourd'hui qui ne savent pas justement si leur entreprise va être reprise, et en particulier dans le contexte actuel. Donc à mon avis, si on devait mener à nouveau cette enquête cette année ou l'an prochain, on verrait peut-être augmenter ce poids-là. Autre point important, c'est que entre 15 et 20% de ces dirigeants, donc ces dirigeants âgés de plus de 55 ans, ont déjà entrepris une démarche de transmission d'activité. Donc c'est en cours. Et la question, ça va être effectivement, est-ce que il va y avoir des racheteurs, est-ce qu'il va y avoir suffisamment de cash sur le marché aujourd'hui pour aussi accompagner ces entreprises, les financer et préserver justement les savoir-faire, puisque en face de l'entreprise il y a des savoir-faire, et donc voilà, c'est une question à mon avis qui est un peu en suspens, mais qui sera absolument centrale dans les prochaines années. Avez-vous pu regarder, avoir des informations sur la pérennité des entreprises reprises, et notamment faire un distinguo entre, on parlait de reconversion tout à l'heure, entre celles reprises par des gens extérieurs au métier et celles reprises par des personnes du métier? Est-ce qu'on peut avoir une vision de ce que ça donne sur la pérennité des entreprises? Alors, on n'a pas posé cette question-là, on n'a pas cet indicateur. Ce que je peux en revanche vous dire, c'est que 56% des entreprises qui sont justement dans notre scope, donc qui exercent un métier d'art ou qui ont un savoir-faire d'exception, exercent depuis plus de 10 ans. Donc ça montre aussi la pérennité de ce tissu, et au-delà de cela, 9% existent depuis même plus de 50 ans. Donc c'est ce fameux savoir-faire patrimonial, etc., dont on parle beaucoup. Donc
Des entreprises pérennes, avec évidemment un turnover assez classique. Pour information, 3% des entreprises disparaissent chaque année, donc c'est tout à fait normal en tout cas qu'il y ait de la perte en ligne. Mais pour autant, ce sont des entreprises qui sont relativement pérennes dans le temps. Juste quand même, là on a quand même une alerte parce que comme l'a dit Jérémy, transmission d'entreprise dans nos métiers, c'est aussi transmission de savoir-faire. Donc si évidemment toutes les entreprises n'ont pas vocation à être transmises, mais il n'empêche que derrière cette question de la transmission d'entreprise, il y a aussi la question de transmission de savoir-faire et donc d'un risque de perte de savoir-faire. Donc là, il y a un élément aussi important à avoir en tête. Et enseignement numéro 9, justement. C'est le dernier, puisqu'on voulait atteindre 10, mais on n'a pas réussi. La question des savoir-faire. La question des savoir-faire est évidemment très importante et directement corrélée à ce qu'on vient de dire sur la transmission d'entreprise. On a posé effectivement la question des savoir-faire et notamment qui possédait le savoir-faire dans l'entreprise et quel était le profil de ces personnes. Un salarié sur 4 aujourd'hui qui détient un savoir-faire métier d'art ou d'exception à plus de 55 ans. Donc pas seulement le dirigeant, mais il y a aussi ceux qui possèdent alors de temps en temps le dirigeant, mais pas seulement. Il y a aussi des salariés qui possèdent ce savoir-faire. Et ce qu'on constate également, c'est qu'on a encore un recours assez limité à l'alternance. Alors, on le sait, l'apprentissage est très challengé, notamment dans le budget et le projet de loi de finances. Donc, seul un tiers des entreprises ayant au moins salariés. Donc, on a exclu ici les entreprises unipersonnelles comptent au moins un apprenti. Donc là encore, ce dispositif de l'apprentissage, il va falloir aussi l'activer pour faire en sorte justement de renouveler aussi la capacité à disposer de ce savoir-faire. Et l'apprentissage, effectivement, c'est l'un des leviers, en tout cas très important à l'heure actuelle. Un autre chiffre important dans cette présentation, c'est 40% affirment qu'au moins un des métiers ou des savoir-faire de l'entreprise ne bénéficie pas de formation certifiante. Savez-vous dans quel secteur cet écueil est le plus prégnant ? Alors, c'est vraiment quelque chose qui est très diffus dans les différentes filières. Aujourd'hui, alors c'est la question justement des petits flux de formation. Aujourd'hui, on est sur des métiers qui, pour certains, ont des gros flux de formation, on en a parlé, mais pour la plupart sont sur des petits flux, voire pas de diplôme, donc pas sous les radars. C'est très divers, c'est des savoir-faire qui sont très spécifiques dans chaque filière, mais qui sont nombreux. Nous, on travaille beaucoup sur le recensement justement de ces savoir-faire qu'on dit rares. Il y en a plus d'une centaine, très clairement, et qui sont vraiment répartis de façon assez équilibrée dans les différentes filières, mais qui constituent souvent des savoir-faire très emblématiques, parfois d'entreprises même très grosses, où c'est là vraiment leur marque de fabrique, leur marque de différenciation. Donc c'est un élément important aussi à travailler. C'est un sujet qui est complexe, qui mêle enjeux de formation initiale, enjeux de formation continue, qui nécessite un dialogue entre l'éducation nationale, les opérateurs de compétences, les filières, les opérateurs, les organisations professionnelles. Mais des solutions existent. Il y en a notamment au niveau local, il y en a beaucoup. Et puis je pense qu'il y a aussi des solutions qui se trouvent dans d'autres filières qui seraient intéressantes d'adapter. Voilà, mais c'est un sujet fort pour nos métiers. Merci. Donc 9 enseignements, de nombreux chiffres, encore plus nombreux effectivement que vous retrouverez dans le dossier de presse, comme vous disiez, Jérémy, mais comme le disait le président Luc Le Sénécal tout à l'heure, c'est effectivement la démonstration d'une collaboration possible entre vous, mais ce n'est que le début. Les fondations, comment cultiver cette dynamique ensuite, parce que vous le disiez, on a plusieurs défis qui sont relevés. Ces enjeux partagés vont-ils suffire à rassembler sur des initiatives communes? C'est bien la question. On attend l'étape numéro 2, si j'ose dire, suite à ces données. Avant de laisser la place aux questions, je vous propose une toute petite vidéo, le temps de réfléchir à vos questions.
Merci beaucoup, messieurs. Alors, est-ce que vous avez des questions dans la salle? Oui. Est-ce que il y a quelqu'un qui passe avec le micro? J'y vais. Alors, pour vous éclairer, cher ami. C'est effectivement cette idée. Pour éclairer tout le monde, oui, pas que vous, monsieur. C'est cette idée que sans données chiffrées, on est un peu dans le noir, notamment pour agir, on tâtonne. Et c'est l'idée justement d'avoir un peu plus de lumière pour pouvoir agir plus dans la clarté. Alors, madame au milieu, si vous voulez bien, voilà, ou voilà, par ici. Il y avait des questions. Merci. Bonjour, Florence du Fashion United. Alors, j'ai 2 questions. Une générale, est-ce que vous avez des données plus de données à nous fournir sur le secteur de la mode? Et la deuxième question, vous avez évoqué la relation entre les industries textiles et France Travail et les formations qui ont été mises en place pour l'habillement, la maro et les bijoux. Mais à ma connaissance, il n'y a rien sur les chaussures, sur la formation de chaussures. C'est vraiment un savoir-faire qui se perd. Et je voulais savoir si vous avez des infos là-dessus. Ah oui. Alors, dans l'étude, vous aurez l'ensemble des chiffres sectoriels. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires, par exemple, pour le textile, vous allez l'avoir. Le chiffre d'affaires pour la verrerie, même si c'est pas rapporté à la mode, vous l'aurez également. Enfin, secteur par secteur qui a été analysé, vous aurez les éléments. J'ai évidemment pas tous les chiffres en tête. Sur la partie peut-être de la formation, Xavier. Sur la partie formation pour les chaussures, moi j'ai pas d'informations particulières. Je pense qu'effectivement c'est une industrie qui a nécessité d'avoir recours à ce même type de programme. Mais moi j'ai pas eu d'informations particulières à ce niveau-là. Peut-être que dans la salle il y a des gens qui ont plus d'informations que moi là-dessus. Mais j'ai pas de données plus précises que ça. Merci. Bonjour, Martine Robert, je suis du journal Les Échos. Je voudrais revenir quand même sur le périmètre, parce que je suis effectivement un peu surprise moi aussi. J'ai bien compris qu'il y avait une dimension très inclusive, mais par exemple, si on prend les arts du spectacle, où s'arrêtent les métiers d'art, qu'est-ce qu'on prend en compte? Vous avez parlé du flaconnage, est-ce qu'on garde les flacons à valeur ajoutée ou est-ce qu'on les prend tous? Moi, je suis en train de faire une enquête qui va paraître, je fais un peu de pub vendredi, sur la facture instrumentale. On voit que c'est un secteur qui a beaucoup de difficultés, parce que justement, si on veut garder les matériaux nobles et les savoir-faire, on s'est pris la concurrence quand même de la Chine. Les archetiers, qui étaient une tradition séculaire, ils savent plus comment ils vont continuer. Le bois de Pernambouc et compagnie est protégé. J'imagine que ce qui se passe, par exemple, dans la facture instrumentale, ça se passe aussi dans d'autres secteurs des métiers d'art qui sont justement en prise à ces difficultés de protection de la matière première, etc., etc. Donc voilà, j'aimerais bien que, au-delà des chiffres, vous nous donniez des exemples concrets. Qu'est-ce que vous avez mis dans le périmètre et qu'est-ce que vous avez exclu? Tu veux commencer? Je peux introduire peut-être sur les catégories et après Alors effectivement, les 2 catégories qu'on vous a présentées ici sont finalement assez schématiques. C'est-à-dire qu'on est rentré un peu plus dans le détail évidemment au sein de l'étude. En réalité, on a retenu 3 types d'entreprises. On a retenu des entreprises qui réalisent 100% de leur chiffre d'affaires sur des gestes. Ce sont des entreprises artisanales qui ont un savoir-faire manuel avec une volumétrie de production très très faible. Deuxième type d'entreprise, ce sont des entreprises qui sont partiellement métiers d'art, c'est-à-dire qui ont en leur sein des professionnels qui sont issus justement des métiers d'art. Ça peut être par exemple des acteurs du luxe qui font appel justement à ce type de savoir-faire. Et sur uniquement le périmètre métier d'art.
Justement, c'est ce que j'évoquais quand je parlais de double pondération. La deuxième pondération, c'était justement uniquement garder leur part métier d'art, la part de chiffre d'affaires, d'où effectivement le fait que ces grandes entreprises et ces ETI ne représentent finalement qu'une partie, je dirais pas marginale, mais en tout cas faible par rapport à ce que représentent les micro-entreprises et les PME. Et troisième catégorie d'entreprises sont des entreprises qui n'ont pas forcément de métier d'art en leur sein, mais qui, parce qu'elles ont un savoir-faire ancestral ou non, ou en tout cas un patrimoine à valoriser, ont été retenues dans le dispositif. Certaines d'entre elles, d'ailleurs beaucoup d'entre elles, sont des entreprises du patrimoine vivant. Et cette définition... Oui, bien sûr. Quelques exemples concrets de métiers. Ça peut être une entreprise dans le textile qui va travailler sur... Ah, dans les arts du spectacle. C'est ceux qui produisent des biens durables dans le spectacle. Donc on va avoir tous les métiers du décor, tous les métiers des costumes, des perruquiers, etc. Donc là, et puis plus largement dans le monde de la culture, vous allez avoir aussi tous les métiers qui sont autour de l'exposition muséale, le soclage, l'aménagement d'espaces d'exposition, etc. Mais l'exemple des instruments de musique est très bon. Hein. Ces acteurs-là sont très largement dans le périmètre, par exemple. En tout cas. Bonjour. Merci. Une autre question? Merci. Joëlle Didrich du Women's Wear Daily. 2 questions, s'il vous plaît, juste pour donner un contexte pour ce chiffre d'affaires de 68 milliards. Vous avez mentionné une étude précédente de la DGE. Quel était le chiffre que eux avaient cité, sachant que c'était pas le même périmètre? Oui. Et sur les 500 000 professionnels actifs, combien d'entre eux travaillent dans le luxe, s'il vous plaît? Alors, pour la première question, la DGE atterrissait à un chiffre d'affaires d'à peu près 30 milliards d'euros. On le sait, effectivement, on constate que la catégorie 1 de notre étude, c'est-à-dire les entreprises qui sont quasiment à 100% métiers d'art, c'était surtout la catégorie qui était analysée à l'époque dans cette étude. D'ailleurs, on atterrit à peu près au même chiffre d'affaires. Je crois qu'on est sur un peu plus de 30 milliards d'euros pour cette catégorie numéro 1. Et votre deuxième question, je l'ai perdue, je suis désolé. Ah, le luxe. Alors le luxe, la petite particularité, c'est le luxe traverse pas mal de secteurs différents. Donc on n'a pas eu une approche transversale sur le luxe. Il faudrait qu'on regarde un peu plus dans le détail les secteurs qui sont effectivement intégrés dans le luxe, la mode et j'en passe pour avoir une espèce de cumul de chiffre d'affaires. Mais en tout cas, le luxe en tant que tel n'est pas un secteur analysé dans l'étude. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pardon. Bonjour, Véronique Le Guyader. J'ai 2 questions. L'une, est-ce que vous avez pris, parce que par exemple, la restauration de tableaux et d'œuvres d'art, son code APE, c'est le même que les arts graphiques. Donc il peut y avoir des arts graphiques qui sont des métiers d'art, mais c'est quand même un peu plus... Comment dirons-nous? Donc, est-ce que vous avez fait cette différence? Ma deuxième question, ça concerne les micro-entreprises. Alors, sans rentrer dans le débat qu'il y a eu une quinzaine de jours, c'est pas le sujet là, c'est est-ce que vous avez pu identifier, est-ce que les personnes qui sont en micro-entreprise arrivent à en vivre, ou est-ce qu'elles ont un métier à côté, ou est-ce qu'elles ont des aides? Donc, voilà. Merci. Alors, la santé des micro-entreprises. Ouais. Alors pour les codes NAF, on n'a pas dissocié à l'intérieur du code NAF art graphique. Néanmoins, ce qu'on constate, c'est que ça fait partie des secteurs qui arrivent tout en haut, effectivement, en part du code NAF, en tout cas en part d'entreprises à l'intérieur du code NAF qui font partie des plus représentées, en tout cas. Donc effectivement, ça explique ce que vous disiez à l'instant. Et la deuxième question de mémoire. Alors, sur le fait que sur la santé des micro-entreprises. Sur la santé des micro-entreprises. Alors, on n'a pas posé cette question-là.
Ça peut faire effectivement l'objet d'une autre enquête pour essayer de savoir si dans ces métiers on en vit suffisamment bien. On l'a fait par exemple pour la... Oui. On a quand même posé la question de l'activité. C'est-à-dire que pour chaque répondant, on a posé la question de savoir quelle était la part de l'activité de production dans leur activité de l'entreprise. Donc on est bien sur des entreprises qui sont, je sais plus de mémoire, 80-90%. L'activité principale, c'est une activité de production, et on s'attache bien à des entreprises qui ont une activité principale, métier d'art, savoir-faire d'exception, ou une activité secondaire, ce qui, par exemple, le cas dans le bâtiment. Mais en tout cas, pour l'activité secondaire, on ne sait pas forcément l'activité qu'ils exercent. Voilà. Mais pour vous donner un exemple, puisque dans d'autres secteurs on le fait, un secteur que je connais bien, qui a rien à voir avec les métiers d'art, c'est les librairies indépendantes qui sont effectivement confrontées à des problématiques assez comparables, c'est-à-dire problèmes de cash flow, des marges qui sont insuffisante en tout cas pour en vivre quand on fait un chiffre d'affaires pas suffisamment important, et dans ces secteurs-là ils ont aussi une petite activité à côté, ou alors ils travaillent en couple. Ça peut aussi arriver pour effectivement faire en sorte en tout cas que la masse salariale soit aussi réduite au sein de l'entreprise. Et ça on le sait, ça arrive assez souvent pour les métiers d'art notamment. Merci. Je crois qu'il y avait une question par ici. Oui, bonjour, Sarah Hugounank. Est-ce que vous savez s'il existe ce type d'études dans d'autres pays? Et puisque vous aimez les comparaisons, comme vous le dites, est-ce que vous avez des éléments à nous donner pour comprendre aussi la spécificité du poids économique des métiers d'art en France par rapport à d'autres pays? Merci. Avec plaisir. Je crois que tu avais travaillé sur le sujet. Alors, la notion de métier d'art est éminemment française. On est évidemment le seul pays à avoir une définition qui est inscrite dans la loi. Enfin, voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de métier d'art ailleurs, au contraire. Mais c'est vrai que cette notion de métier d'art, qui est le fruit de notre histoire, notamment le fruit des grandes manufactures royales, etc., c'est assez unique. À ma connaissance, il n'y a pas d'équivalent exact dans d'autres pays. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un vrai sujet justement sur la question des savoir-faire au niveau européen. En Italie notamment. Voilà, on a plusieurs représentants européens dans la salle, donc j'en profite. Le Japon évidemment, hein, mais je pense qu'il y a aussi une question européenne autour des savoir-faire. Oui. Mais c'est vrai que la notion de métier d'art est très française. Après, on le voit quand on discute avec d'autres pays européens, on se comprend, hein. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir une dimension plus ou moins artisanale, plus ou moins folklorique, et plus ou moins aussi liée au design et à l'industrie, comme ça peut être le cas voilà, en Italie ou dans les pays scandinaves. Donc cette notion de métier d'art et de savoir-faire exception reste quand même très française, et aussi très attachée à l'art de vivre à la française. Ce qui, encore une fois, n'empêche pas d'avoir des points communs assez forts, notamment au niveau européen et avec certains pays, Japon, Corée notamment. Merci. Une question par ici. Oui, pardon. Stéphanie Bourgeois, Maison Pierre Fray. La question que j'avais, c'était effectivement cette étude, elle donne à voir des chiffres, elle donne à montrer l'importance d'entreprises comme la nôtre, par exemple, qui rachetons des entreprises plus anciennes avec des savoir-faire, des métiers d'art, et que effectivement il faut financer. Forcément, ça mobilise des ressources d'autres départements qui sont déjà bien en fonction dans l'entreprise. Donc, c'est une volonté. La question est de savoir, tout ça, c'est à donner à voir pour aussi obtenir certaines aides, certains financements, certains, si ce n'est des financements, une aide, vous le dites, c'est une question française, donc une aide de différents organismes, administrations. Est-ce que vous avez répertorié dans l'étude des acteurs comme ça qui peuvent aider, ou la manière dont on peut s'adresser à eux sur différents volets? Vous parliez de la formation pour la chaussure, mais d'autres, on voit bien qu'en fait on a besoin de beaucoup de moyens et très larges pour soutenir une entreprise qu'on reprend avec un métier. Tout l'intérêt d'avoir essayé de faire
l'étude de la façon la plus collaborative possible. C'est-à-dire que dès le départ, l'idée c'était à la fois d'impliquer le comité de pilotage et les institutionnels, d'aller faire des entretiens, puisque j'ai pas évoqué dans la méthodologie la grosse trentaine d'entretiens qu'on a pu faire aussi avec des organisations professionnelles ou avec des opérateurs de compétences. Ces acteurs-là aussi accompagnent les entreprises. Alors, les accompagnent évidemment dans leur pérennité, etc. Ne les aident pas financièrement, mais en tout cas sont aussi responsables d'aller chercher les pouvoirs publics et de porter leur voix auprès de ces acteurs. Et ensuite, quand on parle aussi de valorisation de l'étude, c'est aussi, comme le disait Luc tout à l'heure, aller porter la bonne parole, utiliser ces chiffres-là, aller dans les territoires, mobiliser les acteurs locaux. Je pense aux chambres de commerce, je pense aussi aux chambres des métiers, etc. Enfin, tous les acteurs qui, à un moment donné, dans les territoires, peuvent accompagner ces entreprises-là. La question, c'était de savoir s'il y avait une espèce de cartographie des différents acteurs et institutions qui puissent aider les entreprises. Oui, cette cartographie, elle existe. Enfin... Oui, la cartographie existe. On a différentes choses sur le sujet, nous, qui sont disponibles. On a notamment une plateforme qui recense justement les solutions financières qui peuvent exister pour nos métiers. Et après, effectivement, au-delà de ça, l'enjeu aussi de cette étude, c'est justement, alors le premier, je pense que c'est de faire prendre conscience d'abord aux acteurs économiques, aux chefs d'entreprise de nos métiers, qu'ils ont un vrai poids dans l'économie française. C'est extrêmement important, je pense, parce que tous n'en ont pas conscience, ou parfois tous se positionnent, se sous-évaluent un peu, et je pense qu'ils peuvent être fiers de ce qu'ils font. Évidemment, rien n'est facile, on le sait, et puis la conjoncture est dure, mais il y a un vrai poids. Donc je pense qu'il y a un enjeu vraiment à ce que les entreprises portent ce message le plus possible. Et puis effectivement, l'idée c'est effectivement de porter ça aussi aux différents acteurs dont on a parlé, les organisations professionnelles, les opérateurs de compétences extrêmement importants sur la formation, les collectivités qui s'intéressent beaucoup au sujet, et puis voilà, de voir aussi au niveau européen, c'est tout ça qui doit être... Aujourd'hui, on a beaucoup d'acteurs qui s'intéressent au sujet. Souvent, ça bloquait un peu au niveau des chiffres, justement, parce qu'il n'y en avait pas. On se dit que justement, c'est un outil extrêmement important, y compris pour vous, dans les entreprises, pour pouvoir... c'est un argument supplémentaire pour convaincre. Voilà. On va prendre peut-être une ou deux questions. Je crois qu'il y en avait par ici. Bonjour, Raphaël Pic, Quotidien de l'Art. Je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire. Comment l'étude va-t-elle être diffusée ? À qui va-t-elle être adressée ? Est-ce que vous avez prévu une traduction ? Et par exemple, est-ce qu'auprès de Bruxelles, vous allez également la diffuser pour attirer l'attention sur une politique nécessaire auprès des métiers d'art, pas qu'en France d'ailleurs ? Alors, pour la diffusion, on va la diffuser sous différentes formes. Vous allez avoir le dossier de presse, il va être évidemment disponible. Sur notre site, il y aura des infographies, des choses qui permettent d'appréhender les résultats dans un premier temps, un rapport complet qui sera disponible aussi, qui a été rédigé par Xerfi. Et puis ensuite, effectivement, essayer de diffuser le plus largement possible. On a beaucoup d'acteurs qui ont participé et qui vont relayer ces résultats. Et puis le porter au niveau de Bruxelles, c'est effectivement une de nos volontés. On espère pouvoir le faire collectivement. Voilà, c'est effectivement un sujet important. Mais les résultats, là vous en avez eu déjà pas mal de chiffres, il y en a encore beaucoup d'autres qui seront disponibles et diffusés. Là c'était vraiment une synthèse. L'étude au complet fait plus de 300 slides, donc avec en plus des fiches par région, par matériaux, etc. Donc on a vraiment essayé de faire simple ce matin. Voilà. Allez, on va prendre encore deux questions. Pardon, monsieur. Merci. Marc Bayard, Mobilier National. Merci beaucoup de cette étude et je la trouve très marquante parce qu'elle signifie une bascule d'imaginaire. En fait, ces 10 dernières années, on était dans l'imaginaire du créateur individuel. Et là, vous parlez d'un imaginaire du collectif, de la manufacture, donc un changement de dimension qui sera peut-être à prendre en considération dans la valorisation. Ce n'est plus simplement le créateur seul, mais aussi l'ouvrier d'art qui est dans l'exécution. Donc ça, c'est, je pense, très intéressant et très important de signifier cette bascule. Moi, j'avais juste
plus une remarque qu'une question, c'est que, mais là il y a un côté très français, on est dans des sous-distinctions. Par exemple, on est dans le flaconnage, c'est de l'artisan d'art, mais le jus n'est pas un artisan d'art. Dire un nez dans une maison de parfum n'est pas considéré comme un artisan d'art. On va valoriser dans l'art de la vaisselle, mais pas ce qu'il y a dans le plat. Donc l'art culinaire, alors qu'on le voit bien que dans les maisons de luxe notamment, on n'a pas ces distinctions. Donc tout ça pour dire que ces distinctions posent problème d'un point de vue économique. Donc je pense que les 68 milliards, on est au-delà de ça. On va beaucoup plus loin si on intègre toutes ces savoir-faire qui ne sont pas uniquement dans les 280 métiers, mais aussi qui sont autre chose, soit les parfums, soit la gastronomie. En tout cas, merci beaucoup, parce que c'est vraiment un changement d'échelle qui va donner beaucoup de perspectives, notamment à tous les acteurs publics et privés autour de ces métiers. Alors, merci pour votre remarque et votre point. Important à noter, effectivement, la gastronomie ne fait pas partie, évidemment, de l'étude. Donc, comme vous le disiez à l'instant, hein, si on devait intégrer en tout cas le savoir-faire culinaire dans le rayonnement et dans la quantification, en tout cas au sein de notre étude, on aurait probablement abouti à des résultats un peu plus importants, mais la définition, en tout cas le choix méthodologique a été celui-ci. En tout cas. Une dernière question. Alors je ne sais pas qui a le micro. Pardon, allez-y. Bonjour, Alissa Demoret du magazine Forme de Luxe. Je suis arrivée un peu en retard, donc j'espère pas reposer une question qui a déjà été adressée. Mais ma question se portait sur les fondations, sur l'apport, votre vision de ce qu'apportent les fondations au-delà de l'aspect purement financier, et si leur impact sur les métiers d'art a vu des évolutions ces dernières années. Est-ce qu'ils sont plus impactants aujourd'hui dans les métiers qu'il y a quelques années? Alors, le rôle des fondations est absolument essentiel dans les métiers d'art. On est sur une dimension qui est à la fois économique, culturelle, territoriale. Donc on parle beaucoup de chiffres, d'économie, mais on l'a dit aussi, il y a une dimension culturelle importante dans ces entreprises. Et donc évidemment, à ce double titre, le rôle des acteurs privés, des fondations privées est absolument essentiel. Voilà, on en a cité, on a des fondations Bettencourt évidemment qui jouent un rôle essentiel depuis longtemps. Il y en a d'autres et c'est extrêmement important. Le fonds de dotation Terre-et-Fils, qui ont un rôle majeur parce qu'ils permettent vraiment de travailler sur des sujets de fond dans la durée, puisqu'on est sur du temps long. Et donc, on a besoin les entreprises ont besoin de travailler sur des sujets de fond qui sont pas toujours des sujets qui intéressent très directement certains pouvoirs publics, qui vont parfois être sur des sujets très économiques, très directs, très opérationnels. Mais on a des sujets plus de fond sur la valorisation des métiers, sur le long terme, sur l'aspect culturel, sur l'immatériel de ces entreprises, qui est aujourd'hui moins pris en compte dans les politiques publiques parce que c'est des sujets qui sont plus complexes, plus difficiles à aborder. Et du coup, on a besoin vraiment de ces acteurs-là et qui jouent un rôle extrêmement important et qui, je pense, joueront un rôle de plus en plus important puisqu'on sait aussi que nos finances publiques sont quand même pas dans un état fantastique. Donc, plus que jamais, je pense, leur rôle est crucial. Merci beaucoup. Je suis désolée pour ceux qui avaient encore des questions, mais il y a un petit moment d'échange encore après. Avant de terminer, je vais appeler les personnes du comité scientifique et du comité de pilotage sur scène pour la photo finale, s'il vous plaît. Et voilà. Et vous pouvez les applaudir.